merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Patrice Chastenay d'être venu ce soir nous parler de votre ouvrage introductif à Jacques Ellul. Alors, Jacques Ellul, c'est un nom qui, évidemment, peut nous évoquer quelque chose comme le nom d'une rue, le nom d'une médiathèque, ou récemment un prix littéraire qui a été mis en place cette année, si je me trompe pas, par l'Association internationale Jacques Ellul, dont vous êtes le président fondateur. Mais aussi et surtout, c'est le nom d'un grand penseur du XXe siècle, dont ses ouvrages sont aujourd'hui tous édités et commentés. Il faut aussi rappeler que Ellul avant d'être aussi un penseur des années 30. Je pense à l'ouvrage qu'il a écrit avec son ami Bernard Charbonneau, Directive pour un manifeste personnaliste, qui a été réédité aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène, projet sur lequel vous avez amplement travaillé. Ma première question qui me vient à l'esprit, c'est à l'ère aujourd'hui où la collapsologie gagne du terrain dans le discours ambiant, où la massification de l'information fait rage, où les désastres écologiques causés notamment par la technique sont de plus en plus importants, est-il pertinent de lire ou de relire Jacques Ellul aujourd'hui plus qu'hier? Oui, je crois que plus que jamais, parce que son grand malheur, si on peut dire, c'est d'avoir eu raison trop tôt. J'ai eu l'occasion d'utiliser cette formule, et lui-même en était tout à fait conscient, parce que il me l'avait dit, il l'a écrit, dès les années 50, on le traitait, et je pense d'ailleurs à un des responsables de ce qui était donc l'EDF, Marcel Boiteux, si je dis pas de bêtises, le traité de Cassandre de Café du Commerce. Parce que justement, il attirait l'attention de ses contemporains. Alors je rappelle quand même que le drame de Cassandre, si on peut dire, c'est justement de ne jamais être cru. C'est le mauvais sort qui lui est réservé. Ses prophéties ne sont jamais crues, tout simplement, y compris par ses proches. Donc c'est quelqu'un qui est condamné à annoncer, d'ailleurs pas nécessairement les catastrophes, hein, mais une partie de l'avenir, et par définition, qui parle en pure perte. Et alors, le terme d'effondrement, toute son œuvre, finalement, c'est d'avoir, à chaque fois, et tout au long de sa vie, et vous avez rappelé les années 30, là, je pourrais peut-être y revenir, à chaque fois que, c'est un petit peu la démarche qu'avait Orwell, c'est quand on lui présentait un progrès technique, la question qui se posait, c'était de se dire, est-ce que ce progrès technique, entre guillemets, est-ce que ce progrès va nous rendre plus humains ou moins humains? Et Ellul, tout au long de sa réflexion, tout au long de sa vie, tout au long de son œuvre, tout au long de son engagement, s'est posé cette question. Alors, dire que il anticipe la collapsologie, alors, je dirais oui et non. Oui, parce que les dégâts du progrès, pour reprendre une formule célèbre, eh bien, c'est précisément ce qui l'a mobilisé. Et non, parce que... alors, oui, aussi, parce que, par exemple, sur le nucléaire, là aussi, il avait été un des premiers. Et là, j'ai retrouvé, d'ailleurs, un article de 1974, paru dans l'hebdomadaire protestant Réforme, où il pose explicitement le principe de précaution, hein, qui est d'ailleurs en filigrane dans une grande partie de son œuvre. Mais là, il le pose à propos de l'atome et à propos du nucléaire. Et il nous dit qu'en réalité, il faut inverser l'axiome populaire voulant que le pire n'est jamais sûr. Eh bien, il nous dit, mais finalement, on a voulu construire des sociétés de la puissance. Quand on pense d'ailleurs à ce qui s'est passé pour Fukushima, quelle idée de construire des centrales nucléaires. Donc là, on ne peut pas dire, comme on l'a fait avec Tchernobyl,
on peut pas dire oui, mais il s'agit l'Ukraine, la chape soviétique, l'incurie de la bureaucratie. On ne peut pas dire. C'est le Japon est le prototype de la puissance technicienne, extrêmement sophistiquée. Et quelle idée, quel non-sens, justement, de conditionner un apport en énergie dans une zone qui est évidemment propice aux catastrophes en tout genre, et tout simplement ne pas tenir compte de la nature. Hein. Donc, oui, effectivement, il a rempli ce rôle-là. Si on voulait être pédant, on parlerait d'heuristique de la peur, parce que ça a été sa posture. C'était de dire attention. Alors, je sais que je l'ai utilisé, cette expression de lanceur d'alerte. J'en ai utilisé bien d'autres d'ailleurs, et c'est toujours à la fois bien séduisant, mais toujours en même temps réducteur. C'est vrai qu'il y a chez lui une anticipation, hein, mais en réalité, tout ce qu'il écrit, il souhaite être démenti. Et c'est pour ça que, prononcer le mot collapsologie, c'est assez amusant, parce que c'est drôle, enfin, pour moi, parce que je savais, dans les différents débats sans doute que j'ai eu et que je vais avoir, cette question va revenir. Et justement, j'ai fait exprès de ne pas m'y préparer, laissant venir. Ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, une garantie je dirais, toujours un risque d'aller trop loin dans ce que je peux dire. Ce qui est gênant dans la collapsologie, en plus, elle a deux visages, cette collapsologie. D'abord, c'est quelque chose de très français. Hein. Si c'est la thématique de l'effondrement, là, justement, j'ai un certain nombre d'étudiants qui le savent. Nous avions travaillé déjà en master sur ces questions avec le livre de Diamond, qui s'appelle justement Collapse, et qui, contrairement à ce que son titre veut dire, c'est vrai que le sous-titre était pas bon pour un éditeur puisqu'il faisait 6 lignes, mais justement, c'est de dire, il y a évidemment une possibilité de redresser la barre. Et donc on peut encore aller dans l'autre sens et puis finalement sauver la planète. Alors après, on pourrait épiloguer sur qui est Diamond, etc. Bon, peu importe. Mais ce qui me gêne dans la version française, la biface, là, Janus, il y a un côté extrêmement qui passionne la jeunesse, parce que c'est Pablo Servigne, là, ça collapse grave et sévère, puisque cette espèce de figure christique de quelqu'un qui, justement, fournit le poison et le remède. Donc, dans le premier temps, tout va s'effondrer, mais deuxièmement, il découvre l'entraide, Kropotkin. Je ne sais pas, mais 1904 de mémoire. Hein, là encore, je ne vais pas faire le... Mais peu importe, pas très bien, il découvre ce principe. Et dire qu'il y a l'autre loi de la jungle. Bon, il y a cette version-là. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas aussi son utilité. Et puis, il y a la version survivaliste de Yves Cochet, ancien ministre, Vert, hein, membre de... et qui, effectivement, vient de sortir récemment encore un ouvrage sur ce thème, où, en substance, alors évidemment, je verse assez facilement dans la polémique, mais je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir noté, où il vous raconte en substance que, eh bien, il faut... D'abord, tout le monde ne peut pas le faire. Puis, est-ce que c'est le type de société dont nous rêvons? C'est-à-dire qu'il faut vite aller s'acheter 5 ou 6 hectares, s'acheter une calèche, et surtout, comme il nous le dit, pas de publicité pour ce média de la jeunesse, entre autres, brut, mais où il vous dit que finalement, l'ennemi principal, ça va pas être les Chinois, ça va être votre beau-frère, votre belle-sœur, et tous les gens qui vont venir appliquer chez vous parce que vous êtes à la campagne, après la catastrophe, et qui, comme tous les gourous, a l'imprudence de fixer des dates, parce qu'il en est déjà à sa 3e date, et évidemment, le gourou va vous expliquer qu'en réalité, il s'est passé tel et tel phénomène, faisant que la date est reportée. Donc, vous parlez de collapsologie, et moi, je sors le Christ Pablo, version Che Guevara, par rapport à ce que j'ai pu connaître dans ma folle jeunesse. Et puis, l'autre côté, Yves Cochet, le père Fouettard, hein, ça me fait un peu penser dans les films américains du bad cop et puis du nice, si on peut dire. Il y a
Donc, et puis, qu'est-ce que ça veut dire comme type de société? Alors, les problèmes qui sont pointés sont évidemment extrêmement graves. Enfin, l'extinction, en venant, je relisais des choses concernant l'Aquitaine, elle est catastrophique. Et ceci, c'est quand même effectivement Ellul, dès les années 30, et dans cette logique-là. Alors, n'allons pas plus loin, mais c'est vrai que, bon, alors là encore, est-ce que c'est un effet de l'âge? C'est quand même étonnant, et quelqu'un qui, par ailleurs, est un grand esprit, deux, quelqu'un qui humainement est irréprochable, je pense à Edgar Morin. Edgar Morin déclarant à Télérama, ou, j'allais dire au Nouvel Obs, pardon, à l'Obs, déclarant, et puis déclarant partout, que il a été, bon, se citant lui-même, mais c'est pas grave, avec Moscovici, René Dumont et André Gortz, le seul à promouvoir la cause écologiste, sur la pensée écologiste. Franchement, et Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Hein. Donc, parlant des années 70. Et en plus, il les connaissait. Donc, Ellul a eu ce positionnement-là, et il a non seulement écrit sur ces thématiques. Alors, c'est vrai, il n'y a pas le livre sur l'écologie en tant que telle, mais toute son œuvre, eh bien, puisqu'en réalité, c'est quoi? C'est la critique, justement, de la raison technicienne. C'est le fait que on a pris comme seul principe, comme seul critère, comme seule valeur, la recherche dans tous les domaines du moyen le plus efficace. Et la recherche dans tous les domaines du moyen le plus efficace, ça conduit à quoi? Ça conduit à l'exploitation, ça conduit au pillage, ça conduit à la destruction, ça conduit à l'injustice sociale. C'est ça. Et donc, s'il faut revenir à tout prix à la collapsologie, oui, c'est une autre façon aujourd'hui, qui n'est peut-être pas la meilleure, d'ailleurs, parce que ça signifie qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Et c'est pas le message d'Ellul. Même si Ellul a passé son temps, quand on voulait effectivement disqualifier, il y a tellement de façons de disqualifier Ellul, mais c'était de dire qu'il était pessimiste. Peut-être que passer son temps à ça. Il décrit, alors c'était amusant, même les critiques, il n'y avait pas que les Français, les Français l'ignoraient, mais certains Américains, alors pas tous, puisque c'est plutôt les Américains qui l'ont porté au pinacle, mais les Américains qui le critiquaient écrivaient, je me rappelle très bien de ce genre de propos, Jacques Ellul projette sur l'ensemble de la civilisation l'ambiance triste et morne qu'on trouve dans la région parisienne. Quelque chose. Bon, c'est quand même amusant pour quelqu'un qui, c'est pas à Bordeaux que je vais le rappeler, qui a fait toute sa carrière hors justement de la capitale. Hein. Ça, c'est amusant. Voilà donc très rapidement, si on peut dire, selon la clause de style, comment je peux répondre ou tenter de répondre à cette question. Oui. Donc, comme on le sait, ou je le rappelle, Jacques Ellul a beaucoup écrit sur la technique. Et il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est quand il parle de la mystification que l'homme fait envers la technique. Et ma question, pour aborder Jacques Ellul sur le plan de la technique, serait cette mystification technicienne empêche-t-elle, du point de vue d'Ellul, tout sursaut révolutionnaire? Alors, ce qu'il dit, c'est que la technique, elle est devenue autonome, et ce en quoi il se distingue notamment de l'école de Francfort. C'est-à-dire que pour lui, le problème ne se limite pas à un environnement capitaliste. Je dis bien ne se limite pas. Ça ne veut pas dire qu'il dédouane ce système de sa part de responsabilité. Mais en effet, il est contemporain aussi de ce qu'est le modèle soviétique, et on ne peut pas dire, ou de ce qu'ont été les modèles autoritaires, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas cherché eux aussi. Hein. D'où d'ailleurs cette formule qui était rendue incompréhensible, que Hitler avait gagné la guerre. Alors on dit soit il a eu un moment de folie quand on connaît sa biographie, hein, il est né en 1912, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu le recours par les Alliés à des moyens, c'est-à-dire qu'à la puissance, notamment Hiroshima, Nagasaki, recours au camp, hein, au camp, faut pas l'oublier, au camp d'internement, c'est-à-dire le recours aux moyens de l'adversaire.
Alors, ce qu'il veut dire, c'est que, y compris d'ailleurs dans l'art, la technique, elle est tellement prégnante, elle est tellement envahissante, elle se pose elle-même comme système de référence, elle s'institue comme valeur. L'art contemporain s'appuie sur elle, alors avec parfois la prétention de le dénoncer, de s'en abstraire. Donc, en effet, il y a ce qu'il a appelé justement ce phénomène de bluff technologique. Mais à aucun moment, Ellul nous dit il faut se résigner, puisque, bon, si je n'ai pas rêvé, vous avez parlé de révolution. Ouais. Bien, ce mot de révolution, ce n'est pas simplement un mot dans sa bouche. Il l'emploie quand il a 23 ans. Il la réclame avec son ami Charbonneau dans les directives, qui ne sont pas un livre, qui sont un petit bulletin qu'il... Alors, c'est même pas un stencil, c'est... J'avais connu, c'est même pas le même système. C'est une sorte de polycopier, avant même l'idée du polycopier, diffusé à 80 exemplaires dans le sud-ouest. Bon. Donc c'est un texte qui est resté très longtemps inédit et que justement l'association que j'ai l'honneur de présider a voulu faire connaître au public via les cahiers Jacques Ellul. Et c'est ce qu'on a fait en 2003. Et en 1982, dans Changer de révolution, on l'a publié au Seuil, sous-titré L'inéluctable prolétariat, il nous dit que désormais nous sommes tous prolétaires. C'est-à-dire que, hormis ce qu'il appelle l'aristocratie technicienne, c'est-à-dire, alors là encore, il s'agit pas, c'est pas les techniciens, c'est pas celui qui, c'est pas l'ingénieur son, hein, ni d'ici, ni du studio d'enregistrement. C'est-à-dire une toute petite minorité qui intervient dans le nucléaire, qui intervient dans l'armement, bon, et puis d'autres secteurs, de la défense, de l'aérospatiale, etc. Eh bien, nous sommes là les nouveaux prolétaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, effectivement, à l'intérieur de cette vaste catégorie, d'où d'ailleurs le besoin de révolution. Ce qui rend la révolution impossible, c'est que, justement, à partir du moment où on banalise les mots, à partir du moment où on va appeler révolutionnaire un autocuiseur, une cocotte minute, qu'est-ce qui est rouge et qui va vite? La révolution? Non, c'était Seb, l'autocuiseur Seb. Les mots n'ont plus aucun sens. À partir du moment où un président de la République écrit un livre qui s'appelle Révolution, à quoi ça sert? Comment se rassembler sur ce thème? Et quel est le contenu de cette révolution pour Ellul? Est-ce qu'il s'agit de tout casser? Est-ce qu'il s'agit d'une révolution à la mode? On s'empare de l'appareil d'État et on change les têtes. C'est pas ça la révolution dont parlait Ellul. Mais cela dit, effectivement, ça rend, à partir du moment où on banalise la révolution, où on la travestit, à partir du moment où on la présente comme une espèce de kermesse, à partir du moment où on la décrit sous l'ère des fêtes, avec les thèses qui étaient les thèses très déjà en vigueur, hein, qui étaient ces thèses, qui étaient vraiment les thèses qu'a connues Ellul à partir de Marcuse, à partir de Reich, ou du moins ce que on voulait bien en comprendre à l'époque. Bien, c'est vrai que la révolution devenait difficile. Puis encore, une fois encore, quelle est la révolution? Sur la révolution d'Ellul, elle est d'ailleurs les objectifs qu'il fixe, qu'il pose pour cette révolution, eh bien, vont faire hurler de rire ou d'effroi. Bon, je dirais même un étudiant de Sciences Po de première année ou un étudiant de master de sciences politiques, il doit y en avoir ici, j'espère. Et puis, le politicien, je dirais même le moins cynique, et dans l'ensemble, d'ailleurs, la classe politique, il est bon de taper sur elle, mais si on regarde justement ce qu'est le niveau local, c'est un sacerdoce, justement, de se consacrer à ce qui n'est pas un métier, ce qui ne doit pas en être un. Donc, non, la révolution, elle était toujours, et c'est pas un mot pour Ellul. Cela dit, les 5 objectifs
Pas si on aura l'occasion d'en parler, mais bon, ils ne sont pas audibles. C'est-à-dire que j'ai encore en tête le texte de 82. Bon, déjà à l'époque, et c'était, il faut bien, bon, le livre sort en 82, il est écrit, mais 81, est-ce qu'il a, je ne sais plus exactement la date de fin du manuscrit. C'est vrai qu'en France, bon, il y a des attentes. D'ailleurs, il n'attend rien, lui, de François Mitterrand, qu'il a connu dans une autre vie, si on peut dire. Rien. Mais il attend. Bon, donc son programme révolutionnaire est extrêmement ambitieux. Il suppose finalement un homme tel qu'il le pourrait être, tel qu'il devrait être, et certainement pas tel qu'il est. Donc c'est vrai qu'on n'est pas. C'est l'anti-Machiavel, Ellul. Hein. Donc c'est l'anti-Machiavel, c'est l'anti-Weber. Bon. Enfin bon, je pourrais. Non, je veux pas prolonger inutilement. Alors, toujours un peu pour parler de la technique, mais un peu basculer sur le versant écologique aussi. La technique, Ellul nous le rappelle, amène des choses quand même assez paradoxales. Elle est censée produire un confort de vie. Dans l'idée, on pourrait croire que oui, mais les sacrifices, par exemple, enfin, du coup, écologiques, peuvent être bien plus élevés. Est-ce que le progrès est anti-écologique dans ce qu'on dit Ellul? La grande caractéristique du progrès technique, c'est son ambivalence. C'est son ambivalence, et Ellul a une idée très simple, c'est que tout progrès technique se paie. Et le problème, c'est que justement, on n'est pas dans des jeux à somme nulle, et on n'est pas non plus dans l'idée que, je vais prendre un exemple très simple, ce qu'on va gagner avec un progrès technique, ce qu'on va gagner, et on gagne, va entraîner, entre guillemets, des pertes, mais sur un autre registre. Et parfois, on va créer des effets contre-intuitifs, non désirés, pervers, comme on voudra, irréversibles, et parfois pire que les solutions qui vont être apportées. Il y a 1000 exemples. Alors, comme il y en a 1000, c'est difficile d'en choisir un ou deux. Le plastique, l'automobile, le téléphone mobile, les objets mécanisés. C'est du progrès, c'est fantastique d'ailleurs quand on habite la campagne, quand on habite un petit village loin des centres-villes. Je pense à des amis. Bon. On ne peut pas leur enlever leur automobile. C'est bon. En ville, ce sont des autos immobiles, comme disait Ivan Illich. 95% de leur temps, elles restent dans le garage ou en stationnement. Sur le plastique, ça a été une invention fantastique. C'est toujours, enfin, sauf que maintenant, on s'est permis d'en douter, mais c'est-à-dire ce côté pliable, léger, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des résidus? Qu'est-ce qu'on fait si on en a créé? Ça fait déjà 10 ans aussi, là encore, que bon, c'est pas le seul à pouvoir en parler aux étudiants. Quand on va du 6e, la soupe, cette soupe de plastique, de particules. Bon, maintenant, c'est-à-dire, c'est au passage le drame d'Ellul. C'est-à-dire que tout ce qu'il a été, bon, je pourrais citer des passages entiers, hein, tout ce sur quoi il a attiré l'attention, maintenant, c'est totalement banalisé. Un exemple très simple, mais qui, moi, me touche, puis qui peut toucher plusieurs d'entre nous. Et moi, ça me touche que dans mon métier d'enseignant. Mais pour votre question sur le progrès technique, bah oui, il y a toujours un prix à payer. Si on pense à quelque chose de très simple, on a remplacé le phénomène du cantonnier ou les jardiniers des villes. Attention, il y a aussi les jardiniers domestiques qui peuvent prendre la figure de votre voisin. Ah, le voisin, il passe sa tondeuse. Alors le samedi, le dimanche, à des heures, même quand il est bon, qui devrait pas, puisque normalement on sait il pourrait le faire en semaine. Enfin bref, le voisin. Bon, difficile. Aimer son prochain, aimer son voisin. Mais on a remplacé tout simplement, je pense au campus, je fais court, nombre de fois où il y a alors c'est une espèce d'aspirateur souffleur.
pour les feuilles. Bon, je sais que ça dure. Alors, bon, on va dire, tiens, déjà, ça va pénaliser, ça fait un bruit infernal. On va dire que ça peut supprimer des emplois. Mais on va dire, mais non, c'est pas vrai. Pendant ce temps-là, après, ils vont faire autre chose. On supprime pas d'emplois parce que ça va les libérer pour faire une autre activité. À voir. Ensuite, ça fait tout à fait... C'est un progrès. On passe du balai. Un balai, c'est méprisable. Donc, c'est un outil tellement simple, c'est absolument méprisable. Donc, ça renvoie à la puissance. On a cette espèce d'outil. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant parce que d'ailleurs, il y en a, je suis allé me renseigner, puis bon, je l'ai entendu aussi. Évidemment, tout un chacun, j'espère que je vais me faire des amis dans la salle, tout un chacun peut aussi se doter de ce magnifique aspirateur et pour ramasser les 50 feuilles qui sont dans son jardin. Et on y va, etc. Et lui disait, bah, tiens, que ce type de bruit, il ne pensait pas à l'aspirateur souffleur, il n'y en avait pas. Mais d'autres bruits, alors, il dit, mais et alors? Et le droit aussi, enfin, je ne parlais pas comme ça, mais le droit au silence de l'artiste. Mais il n'y a pas que l'artiste, enfin du créateur. Le silence, le véritable luxe, et Dieu sait qu'il y a des qualités de silence dans nos sociétés. Quand est-ce qu'on peut avoir du silence? Quand? C'est une atteinte, ça. C'est une véritable atteinte. Alors certes, effectivement, on va dire que c'est une tâche plus noble que justement le jardinier, le cantonnier, le jardinier municipal. On respecte sa dignité parce qu'on lui a offert un joli joujou qui pétarade, dans lequel on va mettre, etc. Bon. Et on pourrait développer à l'infini. Le téléphone portable, moi je suis contemporain, on a tous pesté, enfin les gens de ma génération, quand il y avait des urgences, pourquoi quand on trouvait une cabine, malheureusement, elle avait été vandalisée. On dit, mais fantastique, et puis alors, pensez donc... que dire encore? De dire que c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, comme ça, je leur parlais d'Ellul directement, mais ça, Ellul le disait tout à l'heure. Il gagne, aller à Paris en 2 heures. Bien évidemment, ça permet aux Bordelais qui sont ici d'aller dans la journée voir une exposition et revenir le soir. Bon, d'accord. Mais cette course est sans fin. Oui. Parce que là, il y a un sens peut-être, mais est-ce qu'on peut pas tout simplement se dire, on va rester un peu plus longtemps et on reviendra pas le soir. L'histoire de dire, et lui le disait, parce que on va gagner 1 heure. Pensez donc, on va gagner 1 heure dans le train. Et la question, c'est que qu'allez-vous faire de cette heure? Est-ce qu'on est plus libre? Déjà, au passage, pour ceux qui travaillent, c'est que justement, on gagne 1 heure de le trajet, mais la réunion va commencer plus tôt. Hein. Donc, il en va justement sur le progrès technique. Je reviens à ses conséquences. C'est toujours l'idée de l'ambivalence. C'est vrai que à chaque moment, il y a quelque chose qui, effectivement, il n'est pas question de. C'est un progrès, mais ça signifie pas. Revenons au questionnement initial d'Orwell. Est-ce que ça nous rend plus humains? Est-ce que ce progrès-là va nous rendre plus humains? Ça, il faudrait se poser la question à chaque fois. Qu'est-ce qui va nous rendre, qu'est-ce qui va nous aliéner? Bon, je suis désolé, aussi bien sur l'ordinateur, qu'il soit portable, qu'il soit fixe, sur le téléphone, bien sûr, moi, je n'ai pas fait vœu d'abstinence. J'ai un téléphone. Mais d'ailleurs, quel est le choix? Quelle est la personne? Je parle à la personne qui travaille encore, qui est dans l'activité. Qui peut se permettre de résister? Mais réellement, hein, sans que ce soit une posture, de dire mais moi je n'ai pas de téléphone mobile, j'ai pas de téléphone portable, je ne suis pas joignable. C'est une façon de s'isoler. Et petit à petit, même ceux qui n'en veulent pas finissent par être contraints. Donc ça rejoint aussi ce que disait, Jacques Ellul aussi sur le fait que. Ah mais moi je rejoins souvent Jacques Ellul. La dictature de la technique, c'est ça. On nous impose, mais on nous c'est une forme même de, on peut le dire, de dictature, de terrorisme et aussi de fascination, parce que nous le voulons bien. Je veux dire que il y a la manie aussi. Bon, après c'est un autre débat, mais bon. Il y a la haine de la nature, la haine des arbres. Il n'y a pas que la tondeuse aussi, cette espèce de rage pour tout ce qui... faire passer les scies mécaniques. Mais je dis, nous le voulons bien, c'est-à-dire que là, on est dans une logique aussi de servitude volontaire par rapport aux joujoux et aux gadgets. Alors bien sûr que nous... Alors, il y a en effet...
bon, là encore, hein, c'est pas ou bien, entre guillemets, le système, bon, la publicité, hein, comme on a pu le dire, bon, c'est une façon très habile de vous dégoûter de quelque chose qui vous va pour l'instant, puis de vous donner envie de quelque chose que vous n'avez pas encore, hein. Donc, de toute façon, le système fonctionne comme cela, en permanence. C'est ce qui l'alimente. C'est-à-dire que on peut l'appeler, oui, moi je considère que c'est quelque chose qui relève du techno-capitalisme. Enfin, j'ai pas trouvé mieux pour le définir. Eh bien, ça repose justement sur ce besoin de. Alors évidemment, Gunther Anders, d'ailleurs c'est un parallèle hein, avec l'obsolescence programmée. Bah oui, mais d'ailleurs maintenant c'est l'homme lui-même, bien évidemment, qui devient aussi un produit qui est un produit de consommation et qui risque de dépérir. Mais c'est aussi parce qu'en face, eh bien, il y a des consommateurs pour l'acheter. Et il faut encore, Ellul, là encore, on ferait un non-sens. Ni Ellul ni moi, nous plaçons dans une posture. D'abord, on ne se place pas en surplomb. Et il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de chemin tout trouvé, il n'y a pas de mort. La pensée d'Ellul, c'est pas un moralisme. On a une fois encore tout confondu parmi tous ceux qui l'attaquent, et ça fait partie, entre guillemets, de mon métier de lire tout ce qui s'écrit sur, contre lui, pour lui, etc., qui le confondent tout simplement ses convictions éthiques, son éthique, avec de la moraline ou avec oui, ou une morale religieuse. Ce n'est pas cela. À aucun moment. D'ailleurs, Ellul dit bien qu'il n'y a pas, en tant que tel, par exemple, une façon chrétienne de faire de la politique. Ça aussi, ça n'existe pas. Il ne lui donne pas un livre de recettes. Il pose des questions. Et sa lecture de la Bible, c'est s'il pose des questions. Et alors, il dit, ah oui, mais alors vous êtes bien gentil, mais alors vous êtes contre tout. Non, on voit ça, notamment sur le plan de la Révolution. Oui, alors il a des objectifs, alors on va dire, oui, c'est pas réalisable. Hein. Mais pour revenir justement à la question de l'ambivalence de la technique, oui, il met le doigt sur quelque chose qui est fondamental, mais il ne nous dit pas, eh bien, alors renonce. Allez, pour la thématique du refin, là aussi où on voulait l'enfermer. Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire quand il critiquait notamment des choses très simples. On va dire quelque chose de très précis, ce qu'on a appelé la fameuse crise du pétrole. Donc on est, allez, 73, hein, la guerre du Kippour, etc. Bon, quelle va être la réaction de la France? Alors effectivement, la fameuse campagne anti-gaspi, gaspi pour gaspillage, alors il va falloir faire attention, il va falloir ne pas trop consommer de pétrole, etc. La deuxième fin, c'est de se dire, allons-y, on redouble la construction de centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de la sobriété énergétique, surtout pas. Il faut à tout prix, et d'ailleurs pour ceux qui sont, entre autres, lecteurs du Canard enchaîné, et aussi d'autres médias, la facture du nucléaire en France ne fait que s'alourdir. Donc en termes de rentabilité, au moins sur ce côté-là, il y aurait beaucoup à dire. Et Ellul, ça aussi le signal. De la même façon qu'il y a eu une folie dans les années 50 de la construction, c'était l'énergie hydroélectrique. C'était la politique des barrages. Hein. Le village de Tignes a été englouti. Hein. Alors, on passe aux centrales nucléaires. On va savoir maintenant comment il faut faire pour les démanteler, comment ça va coûter, mais après construire des EPR, etc. À aucun moment se pose la question de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement retravailler la question justement de l'énergie? Ça veut dire aussi les uns et les autres. Alors, il faut encore, il ne s'agit pas de culpabiliser. Il y a aussi tout un système, ni l'un ni l'autre, ni de se dédouaner en disant, de toute façon, ou alors de dire, de toute façon, c'est foutu, on y va, on peut faire tout ce qu'on veut. Ni l'un ni l'autre. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez là tout à l'heure par rapport au fait que l'homme commençait à devenir un produit, est-ce que, parce que Ellul a beaucoup écrit aussi sur la propagande, est-ce que justement l'un des outils de cette dictature technicienne est justement cette propagande-là qui est mise au service-là pour nous pousser justement à cette consommation-là? Oui, sur la propagande, il a été extrêmement pertinent. Ça a été un de ses objets de recherche les plus fertiles. Pourquoi il s'intéresse à la propagande? Parce que d'abord, tout le cœur de sa pensée, c'est la liberté.
Qu'est-ce qui menace la liberté? C'est la technique. Et la propagande, c'est tout simplement une technique de manipulation de l'homme. C'est véritablement une technique. Alors, il est tout à fait novateur parce que, là encore, il va à contre-courant. Il est toujours allé à contre-courant. Il va à contre-courant dans plusieurs domaines. D'abord, il insiste sur le fait que la propagande, c'est pas l'apanage, c'est pas l'exclusivité des régimes autoritaires et des régimes totalitaires. Il rappelle une évidence. La propagande, elle est consubstantielle du régime démocratique. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de la propagande électorale. S'il n'y a pas de propagande électorale, il n'y a pas d'élection. S'il n'y a qu'un seul parti, c'est pas de la démocratie. Il doit y avoir des partis qui font leur propagande démocratique. Alors il va dire, mais attention, en démocratie, la plupart des autres analystes, je pense à Edward Bernays, je pense à Harold Lasswell et son orchestre, si on peut dire, tous, racontent la même histoire. Oh, mais il n'y a pas de problème. La propagande, c'est les tuyaux. Donc vous mettez du contenu fasciste, nazi, nationaliste, c'est effectivement de la propagande fasciste, nazie, nationaliste. Si vous mettez dedans des informations démocratiques, très bien, ça sera de la propagande démocratique. Et Lull dit non. Il y a effectivement un lien complet entre le contenant et le contenu. L'outil de la propagande, déjà, va ruiner ce qui est le substrat de la démocratie, à savoir un comportement où, justement, il y a d'abord une information, et là, c'est aussi un autre apport des Lull, une information, une discussion, une délibération. Donc, la propagande comme outil, comme instrument, c'est la négation de la démocratie comme principe, comme valeur. Et le paradoxe, c'est que les régimes démocratiques sont obligés, sont contraints d'utiliser cet outil déjà d'abord pour convaincre, puisqu'on n'est plus à l'ère de la politique réservée aux princes, convaincre leur opinion interne, mais aussi pour répondre à la propagande des régimes autoritaires et totalitaires qui, eux, usent de la propagande. Donc ils sont pris déjà dans cette logique-là. Ce faisant, ils ruinent justement ce qui est la base d'une véritable démocratie. C'est-à-dire, ça passe effectivement par le respect, la discussion, l'écoute, la réflexion. La propagande, c'est de la manipulation par définition. Et puis, là où il a véritablement aussi été novateur, c'est qu'il a pointé la complicité. C'est-à-dire qu'il considère que le propagandé, nous-mêmes, eh bien, le propagandé, il est complice du propagandiste. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est complexe. Elle est complexe, et puis l'homme étant ce qu'il est, il a envie d'avoir une explication. Et c'est facile. La propagande va désigner un coupable. Alors, selon les époques, selon les régimes, on va dire c'est le communiste, c'est le fasciste, c'est le juif, c'est ce qu'on voudra. Il faut trouver un bouc émissaire. Elle simplifie, elle rassure. C'est les Américains, c'est les Chinois. Que sais-je encore? Peu importe. Il faut quelque chose. Elle simplifie. Il y a véritablement c'est un phénomène qui est vraiment qui est encore plus, je dirais, c'est pour ça qu'Ellul est plus actuel que jamais. Il y a au point qu'on en a créé une science, un nouveau concept qui n'est pas la collapsologie, qui est l'infobésité. C'est-à-dire que, vous savez, il y a quelques années, quand un scientifique était vraiment pointu dans son domaine, il savait ce qu'il lui restait à lire. Maintenant, il sait ce qu'il a lu. Il sait les articles et les livres qu'il a lus. Mais il peut pas. C'est une inflation permanente de titres. Et là, c'est la même chose pour l'information. On croule sous les informations. C'est pas qu'on en a pas assez, c'est qu'on en a trop. La propagande. Donc, conclusion, ce que nous dit Ellul, c'est que la propagande, on en a besoin. Puis ce qu'il nous dit aussi, là aussi, il est tout à fait novateur, c'est que il faut pas se contenter de voir la propagande comme étant la propagande du chef d'État, du gouvernement, enfin, ou la version Hitler, Mussolini, s'adressant aux masses embrigadées. La propagande, c'est aussi tout simplement la propagande sociologique. Et la propagande sociologique, c'est d'abord, ça peut passer par le cinéma, la culture, par les séries télévisées, puisque, d'une certaine façon,
ces séries. Et Ellul nous décrit un monde qui, somme toute, sur le plan du bonheur matériel, est sans doute plus heureux que jamais. Ça veut dire que toute sa critique, elle porte parce que justement, Ellul a une autre idée de l'homme qui suppose que l'homme, ce n'est pas qu'un tuyau, une machine, un estomac. Il y a quelque chose en plus. Il a besoin de beauté, il a besoin sans doute de poésie, d'art, de gratuité, de choses comme ça. Et eh bien, l'homme, il est fasciné justement par cette espèce de kaléidoscope des nouvelles, par justement la publicité, qui est la permanente, qui d'ailleurs se mélange avec l'information. Et puis, il a déjà les hypnotiques, notamment la France d'ailleurs, qui aime bien les records, détient ou détenait il y a peu le record des anxiolytiques, dépresseurs, enfin tout ce qu'on voudra, toutes ces catégories. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose maintenant qui est en vente sans ordonnance. Les séries télévisées. Et que celui qui n'a jamais regardé une série télévisée me jette la première pierre, avec ce phénomène du feuilleton. Hein. Et ben oui, mais alors 1, 2, 3, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et pendant ce temps-là, dormez. Hein, donc là, ça aussi, ça participe effectivement du phénomène de la propagande. Alors, c'est pas évidemment une propagande grossière, mais à travers ces séries, il y a justement, alors d'autres avaient parlé de soft power, mais de toute façon, il y a toujours, c'est jamais innocent. On peut d'ailleurs regarder les séries toujours à deux niveaux. Hein. Le premier, comme un spectateur qui est heureux de suivre la suite, et puis après, en ayant le deuxième fois ou troisième fois pour en faire le décodage idéologique, il serait difficile de dire oh ben non là, il n'y a pas de neutralité. Et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une morale de l'histoire. Mais ce qui est un autre problème, l'histoire, c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir une population qui est abreuvée de séries télévisées. Qu'est-ce que ça signifie? Ou comme elle était hier, ou comme elle est aussi, ou abreuvée de séries et d'anxiolytiques. Alors c'est sûr que c'est pas favorable à la révolution. J'aimerais revenir parce qu'il y a quelque chose qui m'avait quand même un peu interpellé sur le côté Jacques Ellul, le théologien. C'est l'appropriation qui est passée d'abord par les États-Unis plus qu'en France. Comment l'expliquez-vous? Alors il y a déjà quelque chose de très très prosaïque, c'est que les livres, plusieurs de ces livres, il n'a pas trouvé d'éditeur en France. Donc très concrètement, il y a plusieurs de ces livres de théologie ont été, à ma connaissance, aucun livre sur le registre sociopolitique séculier, si on veut, absolument aucun, n'a d'abord été édité. En revanche, en matière théologique, oui, plusieurs de ces livres n'ont tout simplement pas trouvé d'éditeur. Donc là, le réseau. Après, est-ce que c'est le fait que, je dirais combien de divisions? 500 000, 400 000 protestants en France, donc une clientèle potentielle plus réduite. Il se trouve aussi que les premiers lecteurs, d'ailleurs, d'Ellul, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'au passage, Ellul, aux États-Unis, il n'est pas rentré par la porte théologique, c'est en deuxième instance. Il est rentré par, j'allais dire The Technological Society, mais c'était donc la technique ou l'enjeu du siècle. Et là, c'est la Californie, et puis les éditions Knopf, donc publiant. Donc c'est pas la théologie au début, mais ce livre le fait connaître. Et après, c'est effectivement, parce que c'est les départements de religion en Floride, Tampa en Floride, et puis un département de communication. C'est là aussi les deux domaines, communication, donc on revient à la propagande, l'information, où là, il va avoir les premiers lecteurs aux États-Unis qui vont justement après, au début des années 80, lancer The Ellul Forum. Donc, il va avoir un lectorat, en effet, pour ses livres de théologie, avoir un lectorat américain.
qui d'ailleurs, je dirais, perdure, et qui fait que parmi les éluliens américains, alors c'est pas systématique, hein, c'est pas le cas de tous, mais il y a quand même, alors certains sont vraiment très polyvalents, mais plusieurs, quand je dis qu'ils sont très polyvalents, ils vont reprendre au moins 2 dimensions de la pensée d'Ellul avec la théologie. Mais c'est effectivement, ça a été une caractéristique, hein, où là, sa pensée a plus sans doute percé sur ce registre-là. Parce que en France, sur ces questions-là, les choses ne sont pas si simples. Il est resté marginal dans une église qui elle-même est minoritaire. Hein. Donc, alors, une fois qu'il est mort, certains peuvent être tentés de réécrire l'histoire, mais disons qu'il n'a pas toujours été, pour le dire les choses, je peux aussi faire preuve de diplomatie, ça m'arrive. Alors, je vais essayer de le dire comme ça. Il n'a pas toujours été entendu dans son église. Et même, j'ajouterais que parfois, c'est même chez les catholiques que l'oreille s'est plus élargie, si on peut dire. Patrice Chastenay, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Merci à vous tous d'être venus.